En charge de l'effet 1 du programme redevabilité, intitulé comme suit. Social Watch a vu que dans l'atteinte de cet effet, passait par l'amélioration des performances des communes quant à la gestion du FADEC. C'est pour cela que depuis le second semestre de 2018, Social Watch a décidé d'organiser des rencontres périodiques avec l'ensemble des acteurs pour réfléchir non seulement pour une meilleure gestion du FADEC, mais aussi et surtout sur la mobilisation des ressources propres des communes. La présente séance de ce jour a un besoin de redevabilité quant à la gestion du FADEC et la mobilisation des ressources afin d'œuvrer pour que d'ici 2020, au moins 6 communes des 14 communes du Borgo et de l'Alibouré soient dans les 20 premiers au classement de l'audit FADEC. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais qu'à l'issue de cette séance, des recommandations soient formulées pour qu'un meilleur suivi de la gestion FADEC et une amélioration de la mobilisation des ressources propres des communes soit une réalité. Je voudrais également dire un merci, un remerciement à l'endroit de la direction du développement et de la coopération suisse, sans laquelle nous ne saurions organiser la présente séance. Au nom de la présidente de Social Watch qui aurait bien souhaité être à cette séance mais empêchée, et au nom de tous les acteurs présents et surtout de tous ceux qui, des facilitateurs de ces activités, je voudrais dire merci et merci à tout le monde. C'est sur ces mots que je dirais vive le Bénin, vive la gouvernance et surtout vive la redevabilité et la participation citoyenne au service du développement de notre nation. Je vous remercie. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, Social Watch Bénin met en œuvre plusieurs initiatives et projets de promotion de participation citoyenne au Bénin. Dans le souci d'améliorer la qualité des services offerts aux populations, Social Watch travaille pour booster des performances en matière de gestion du Fonds d'appui au développement des communes et de mobilisation des ressources propres de nos communes. Il s'agit pour la présente séance, mesdames et messieurs, la deuxième de l'année, d'harmoniser avec l'ensemble des acteurs les stratégies d'accompagnement pour une meilleure gestion du FADEC, mais aussi une meilleure mobilisation des ressources propres de nos communes, des deux départements, je le dis, Borgo et Alibouré. Honorables invités, mesdames et messieurs, la séance qui nous réunit ce jour, vendredi 14 décembre 2018, à la salle de conférence de Borgo City Hotel, est d'une importance capitale et appelle une attention de tous les acteurs et des partenaires techniques intervenant dans les deux départements. Il s'agit de travailler à ce que d'ici 2020, au moins 6 des 14 communes du Borgo et de l'Alibouré soient dans les premiers au classement, dans les 20 premiers au classement de l'audit du FADEC. Mesdames et messieurs, la réalisation d'une telle priorité passe nécessairement, d'une part, par une synergie d'action et le renforcement des échanges et dialogues avec tous les acteurs concernés, d'autre part. Je voudrais donc, au nom des préfectures de Kandi et de Parakou, et au nom donc des deux préfets du département, dire nos sincères remerciements, d'abord à l'endroit de Social Watch et ensuite à l'endroit donc de la coopération suisse
de l'ensemble des partenaires sans lesquels cette séance ne serait rendue possible. Je voudrais, avant de mettre un terme à mon propos, remercier les acteurs au niveau des communes qui ont réservé un accueil chaleureux aux équipes qui ont sillonné du mardi à hier vos communes dans le cadre de la préparation de la présente assise. C'est donc sur ces mots de remerciement que je voudrais déclarer au nom du préfet du département du Port-au-Cou ouverte la présente séance d'harmonisation des stratégies et d'accompagnement pour une meilleure gestion du fonds d'appui au développement des communes et la mobilisation des ressources propres des communes du Port-au-Cou et de la Libreville. Vive le Bénin, vive la gouvernance locale, vive la redevabilité et la participation citoyenne au service du développement, vive la coopération Bénin-Sud, de notre coopération suisse et puis l'ensemble des structures associatives. Je vous remercie. On comprend que les audits ont toujours leur but pédagogique, aider les communes à se mirer, à faire évoluer leurs performances. Mais les contrôles et les vérifications sont les autres pans que nous allons creuser davantage désormais. Parce que l'État et les partenaires techniques et financiers qui donnent les ressources transférées aux communes veulent toujours s'assurer que ces ressources sont bien utilisées et que toutes les garanties nécessaires sont données pour que ces derniers continuent toujours à faire des transferts de ressources aux collectivités. Et voudrait aussi s'assurer que les réalisations qui sont faites sont effectuées dans les conditions qu'il faut en vue d'opiner sur la qualité des infrastructures et de la gouvernance de façon globale. Donc ces audits-là, il y a un peu comme un élément qui mesure, quand vous prenez un peu le Bénin, la gouvernance locale. Si on veut voir aujourd'hui comment s'occupent les communes évoluent, leur niveau de gouvernance, beaucoup s'orientent un peu vers les performances issues des audits du FADEC. Donc pour nous, c'est un élément important, pour les PTF aussi, les partenaires techniques et financiers, c'est un élément important de mesure de la gouvernance locale et de reddition de comptes. Vous savez aussi déjà que les audits ne portent pas que quand les autorités arrivent, ce n'est pas seulement les maires, mais ils regardent aussi du côté des receveurs, des secteurs qui sont les comptables des communes. Désormais, vous allez voir, on ne fera plus seulement l'audit au niveau des communes, mais les EPCI qui existent formellement et qui bénéficient aussi des ressources du FADEC feront l'objet de contrôle et d'audit. Il y aura les ordonnateurs, donc le président de l'EPCI, son directeur et les services qui sont là, et aussi le comptable de l'EPCI, l'agent comptable de l'EPCI. C'est des éléments nouveaux et vous allez constater qu'à partir de l'audit 2018 qui sera effectué en 2019, les EPCI qui déjà utilisent les ressources du FADEC feront l'objet d'audit. À l'issue des audits, il y a toute une série de mesures de renforcement de capacité qui s'accompagnent. Dans ce cas que, généralement, vous allez voir la CONAVIL descendre dans les communes, développer des outils pour accompagner les communes à améliorer leurs performances. Nous insistons. Il y en a qui demandent pourquoi est-ce que, dans une année, que les communes reçoivent suffisamment d'audits. Nous voudrions, ils ont saisi cette occasion, dans le cas stricto sensu du FADEC, de retenir qu'il y a 3 types d'audits. Il y a les audits annuels. Ça, les 77 communes sont concernées par ces audits-là. Chaque année, les 77 communes. Et là, c'est l'audit à but pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, et on commence par se poser des questions sur cela. Deuxième niveau, c'est le contrôle technique externe. Et là, ça pose sur des ouvrages. Quand l'audit, le premier audit arrive à dire, tiens, lorsque j'ai fait le tour de la commune, je sens que quelque part, ça sent de la pourriture. C'est pas encore pourri, mais ça sent. Mais le contrôle technique externe vient maintenant pour creuser, pour confirmer si effectivement ce qu'il y a là, c'est pas bon ou pas. Mais je pense qu'il y a des acteurs de cette commune-là qui ont fait déjà l'expérience et qui savent que ces audits sont un peu plus, ces contrôles sont un peu plus exigeants que les audits IGF, IGA, où on accompagne, ça c'est fait de façon participative. Ici, ça devient beaucoup plus sérieux. Troisième catégorie, les inspections et vérifications approfondies. Il y a des communes qui ont aussi reçu cela avec des mesures qui sont suivies, il y en a qui ont remboursé, et ainsi de suite. Donc, ces inspections et vérifications approfondies viennent après pour creuser davantage
et situer les responsabilités. Quand on vient quelque part et on constate qu'une infrastructure n'est pas réalisée, la faute de qui? L'inspection viendra pour creuser davantage et situer les responsabilités. Parce qu'on dit souvent, la CONAFIL attaque souvent pas directement les acteurs, mais les populations, parce que quand on dit il ne faut pas transférer, c'est les populations qu'on pénalise. Mais ici, non seulement il y aura cette mesure que vous connaissez, mais on ira davantage vers les acteurs qui sont concernés et ce sont ces acteurs-là qui vont répondre de leurs actes dans un environnement que vous connaissez maintenant très bien et qui est favorable à la situation. C'est-à-dire que personne ne se retrouve dans ces mailles-là. Alors, pour ces contrôles, ces trois contrôles formels, c'est qu'on a laissé la possibilité au contrôle citoyen. Parce qu'il nous revient souvent de dire, on entend souvent, quand les sociétés, les organisations, la société civile organisée, j'ajoute volontiers bien cela, organisée, voudraient exercer leur contrôle, que ce n'est pas chose facile. Donc, le malheur de procéder du FADEC a laissé cette ouverture des organes. C'est pour permettre aux citoyens d'avoir accès aux informations sur ce qui se fait au niveau de leur collectivité territoriale. Ben, rassurez-vous, lorsqu'on fait les audits, ça ne s'arrête pas. C'est qu'il y a un travail qui continue. Depuis août-septembre, quand on a fini les audits, vous imaginez qu'au niveau de la CONAFIL, que rien ne se fait. Ce n'est pas vrai. Il y a un travail qui continue, qui va nous permettre de sortir les rapports. Donc on fait les rapports, on relit, on fait ce qu'on appelle contrôle de qualité sur les rapports, on vous les envoie pour contre-observation. Quand ça revient, on les prend en charge. Pour tout ça, ce sont des travaux que nous effectuons et ce n'est pas fini. On prend maintenant chaque rapport, on exploite le contenu, on sort les informations qu'il faut pour les statistiques. Donc, ça, c'est un travail qui prend banalement assez de temps, qui est aussi épuisant. Mais on est obligé de le faire. C'est pourquoi c'est le secrétariat permanent de la CONAFIL qui assure la diffusion des résultats des audits FADEC. Je sais qu'on m'a appelé pour dire on veut dire les rapports des audits FADEC 2017, qu'on veut les informations sur les audits FADEC 2017, mais tant qu'on n'a pas pris toutes les mesures, on ne pourra pas les publier. Donc on essaie de multiplier, de distribuer ces rapports une fois qu'ils sont disponibles. Et aussi sur le site internet de la CONAFIL, vous pouvez retrouver tous les rapports qui existent. Donc si vous allez sur le site www.conafil.org, vous pouvez télécharger librement les rapports des audits FADEC, c'est-à-dire le tout dernier numéro là, 2016, vous pouvez télécharger facilement cela. Et ce n'est pas fini, parce que quand on parle de diffusion et d'exploitation, il faut faire les restitutions. Donc le secrétariat permanent de la CONAFIL est responsable de cette diffusion-là des résultats des audits au niveau départemental. Mais on a laissé maintenant l'obligation, ce n'est pas facultatif, on laisse le maire organiser les restitutions de ces résultats-là au niveau de leur commune. Donc c'est à ce titre que vous en avez parlé des restitutions communales. C'est une obligation, je l'ai dit, c'est pas parce que nous attendons recevoir les PV de ces séances de restitution. Et les acteurs qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire responsabilisés, mais qui surveillent cela, ce sont les préfectures. Donc on a les chargés de mission, les confocaux, au niveau des préfectures, qui doivent veiller à ce que, une fois les rapports des audits FADEC disponibles, transmis officiellement, que tout de suite on s'emploie à préparer les sessions au cours desquelles ces restitutions seront effectuées. Et on exige au cours de ces sessions de restitution communale que la société civile soit toujours représentée. Donc, on attend que dès que les rapports audits FADEC 2017 sont disponibles, que vous vous mettez à organiser tout ce qu'il faut pour faire une restitution, mais pas restitution pour restitution, une bonne restitution. Nous n'allons pas continuer au niveau du secrétariat de la CONAFIL d'être toujours là, d'être toujours présent pour faire la qualité. Mais à un moment donné, c'est que les préfectures, les chargés de mission, vous avez la chance d'avoir des corps à vos côtés. Ils devront vraiment vous accompagner à ce que cela soit aussi chose effective pour la réussite. Parce que quand vous réussissez une restitution, c'est aussi de votre avantage. Mais quand vous passez à côté, là, ça vous dessert complètement. C'est pourquoi, pendant ces 3 dernières années, on a essayé d'accompagner la restitution. Mais déjà, pour l'année à venir, on aurait pu le secrétaire permanent de la CONAFIL à vos côtés, mais on transfère cette charge au niveau des préfectures qui vont veiller à ce que tout soit fait comme cela se doit.
le manuel de procédure du FADEC est revenu sur les sanctions. Généralement, on appelle soit moi, soit de l'esprit qu'on appelle pour demander qu'on a reçu un courrier qui suspend, qu'on a demandé le remboursement, qu'on a demandé telle mesure de sanction, alors que tout ce que nous prenons comme mesure, c'est déjà prévu dans le manuel de procédure du FADEC. Vous ne pensez pas qu'on aurait continué toujours par faire des audits, pas faire des contrôles techniques externes, pas faire inspection et vérification approfondie sans prendre maintenant les mesures de sanction. La nature du dysfonctionnement de façon claire et précise. Je ne veux pas tout dire, mais je donne juste un exemple. Lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de régularité dans la tenue des réunions des sessions du conseil communal ou des conseils municipaux, beaucoup ne perçoivent pas ça comme une sanction, mais c'est en fait une sanction. C'est qu'il y a une réduction de l'allocation du FADEC à travers les notes de performance que vous recevez. Beaucoup ne perçoivent pas cela comme une sanction, mais c'est en fait une sanction. Ceux qui ont bien fait, c'est-à-dire ce n'est pas un dysfonctionnement, mais ont respecté les normes, c'est une sanction positive, parce que ces communes-là vont recevoir beaucoup plus de ressources. Mais au contraire, si c'est un dysfonctionnement, la sanction est que c'est la réduction de l'allocation qui va venir. Donc si vous prenez le manuel de procédure du FADEC, vous allez voir les différents types de sanctions, de dysfonctionnement, les déjà catégorisés, et les sanctions qui vont avec, et les structures qui prononcent ces sanctions-là. À titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de dysfonctionnement sur la chaîne de passation des marchés publics, la CONAFIL ne peut rien. Mais il y a une structure dans la République qui s'occupe de tout ce qui concerne la régulation des marchés publics, c'est l'ARMP. Donc ne soyez pas étonnés, j'ai vu une série de décisions de l'ARMP avec comme en tête, après saisine de la CONAFIL, bon voilà, c'est ça. C'est la mise en application de ce qui est prévu au niveau du manuel de procédure du FADEC. Quand nous recevons les audits du FADEC, on les exploite et on constate qu'il y a des dysfonctionnements liés à l'apparition des marchés publics, on peut diligenter des contrôles techniques externes. À l'issue de ces contrôles techniques externes, ces rapports sont transmis automatiquement à l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. Et l'ARMP, rassurez-vous, on ne s'attend pas à transmettre seulement à l'ARMP, on est derrière l'ARMP. Mais là, on constate qu'il y a engagement de dépenses. Donc l'engagement, ce n'est pas celui qui a payé qui est responsable. En ce moment, on demande qu'il y ait un remboursement du montant correspondant. Attendez-vous. Et ça, vous allez recevoir une note. Le remboursement, ce n'est plus on veut faire une autre infrastructure à concurrence du montant inéligible. C'est qu'on rembourse cette fois-ci. Et on rembourse sur le compte FADEC qui est au niveau de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Je sais qu'il y a des communes ici qui ont reçu ça et on a demandé le remboursement et on leur a notifié le compte. Et ça a été fait. Ça a été fait, il y en a qui n'ont pas voulu rembourser. Bon, mais le remboursement a eu lieu finalement. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire vraiment attention aux dépenses inéligibles. Moi, je trouve que ces dépenses inéligibles, c'est parfois un peu bête parce qu'on a déjà cité dans le manuel de procédure les dépenses qui sont jugées inéligibles. Donc, vraiment, passez à côté. Vous pouvez avoir le besoin présent, mais tant que ce n'est pas encore d'actualité, laissez tomber, aller vers tout ce qui est éligible. Ce n'est pas la peine de dire, bon, c'est un besoin, donc on va tenter le coup. Non, il ne faut pas tenter, parce que désormais, ce serait vraiment appliqué sans état d'âme. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Notre traçabilité, nos remontées des informations, donc il y a aussi des sanctions qui sont prévues, et je vous exhorte à lire le manuel de procédure, surtout en matière de sanctions, pour que si votre commune se fait en griffe attrapée par une de ces sanctions-là, qu'on ne cherche pas à demander pourquoi on a sanctionné, vous trouverez la mesure qui est prise à côté. Alors je reviens un peu sur ce visuel que vous avez déjà, vous maîtrisez de plus en plus. On a essayé de comparer, de voir comment est-ce que les communes sont performantes entre 2014 et 2016. Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que vous l'avez là clairement. Vous constatez que dans le temps, la moyenne du département du Borgo, parce que là nous sommes dans le Borgo, a dépassé la moyenne nationale. Ça, c'est ce que nous voulons. Quand on regarde la moyenne nationale, nous voulons véritablement que les deux départements, Borgo et Aliwori, soient toujours au-dessus de la moyenne nationale. Bebereke, Ndali, Perere, Sinane se sont continuellement améliorés. Vous allez voir. La première bande, c'est 2014, la deuxième bande, c'est l'audit 2015, et la troisième bande en rouge, c'est 2016. Et quand vous regardez, bon, vous voyez déjà, on a dit Ndali, voilà,
s'améliore continuellement. PDD Sinari. Je prends Dali. Vous voyez, en 2014, la première zone s'arrête ici. En 2015, ça monte. En 2016, on voudrait que toutes les communes adoptent cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des communes qui vacillent. Donc c'est un élément important qui permettra de vous gérer vous-même. Quand je viens au niveau de la Liborie, la moyenne est inférieure au niveau par rapport à la moyenne nationale. Et quand vous regardez un peu comment ça évolue, Manikwara, très bien en 2014, mais à partir de 2015, ça a commencé par chuter. C'est maintenant à garder, disons, la ligne qu'il faut, ainsi de suite. Donc vous arrivez à apprécier comment chaque commune se met. Mais on a constaté que le deuxième du département en 2014, qui est Malanville, a conservé la lanterne rouge ces 2 dernières années. Il faut peut-être maintenant commencer par creuser, savoir pourquoi, et vous trouverez vous-même les raisons. Mais je sais que les audits en cours déjà, la tendance s'est un peu inversée, ça voudrait dire qu'en temps peut-être les choses sont corrigées, mais jusqu'en 2016, il y a eu ce problème-là que nous avons constaté. Je vais revenir un peu en détail sur les éléments sur lesquels vous devez faire le focus pour les années à venir. Bon, là, c'est un élément qu'on vous a déjà projeté en bleu. Les communes de Borgou et en rouge, la Liborie. On a essayé, on a mis les 14 communes ensemble et on les a classées, on a regardé ce qui s'est passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ne trouve que le Borgou. Donc la première commune de la Liborie vient pratiquement ici. On se comprend, non? Plus ou moins. Donc je vais être clair. C'est comme si c'est la nuit et le jour, quoi. On se comprend. C'est-à-dire la première commune dans la Liborie, là. Vous voyez quelle place? Voilà. Donc, la dernière commune du Borgou prend la deuxième place si elle était dans la commune de la Liborie. La dernière commune au niveau du Borgou serait deuxième si on la mettait de l'autre côté. Donc cela voudra dire, c'est vrai, on regarde chaque département, mais aussi on essaie de créer des relations entre les départements. Il va donner une réponse. Vous appelez le respect qu'on a qui va vous donner une réponse. Vous appelez mon collègue Smaïl, il va vous donner la même réponse. Pour une bonne gestion du temps, faire les 3 présentations et faire un débat général. Donc, sur ce, je vais inviter la représentante de la DECOM à passer pour ça. Déjà en 2018, ce sont les données d'octobre 2018 que nous avions exploitées. Voilà, déjà en novembre, en octobre, si on est à ce top-là, d'ici la fin de l'année, il y aura encore plus d'évolution. Les actions d'accompagnement. En général, toutes les communes du Borgou, en général, disposent de plans stratégiques de mobilisation des ressources et nous avions apporté des appuis à la maîtrise de l'assiette fiscale, notamment l'actualisation des bases de données des contribuables, l'actualisation de la cartographie, en intégrant dans la base du RFU les parcelles. Également, nous avions travaillé à ce que l'automatisation et l'informatisation des opérations de la chaîne fiscale soient effectives dans toutes les communes. Et nous avions appuyé la mise en place des guichets uniques. Maintenant, la prochaine étape, ce serait l'informatisation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas encore des guichets uniques dignes de son nom, parce que les services en charge de l'affaire économique et marchande continuent de manier les fonds, alors qu'en réalité, il faut qu'on travaille à ce qu'on ait un guichet digne de son nom qui serait à l'image
guichet de Dogo, guichet unique de la commune de Dogo. Donc, nous avions travaillé également à harmoniser les tarifs de la TDL et de la TDL coton et de la NACAD. Nous avions appuyé les communes, les entreprises locales à être formalisées parce que quand les entreprises seront formalisées, elles seront obligées de payer des taxes qui vont avoir forcément de répercussions au niveau des recettes, au niveau de nos communes. Vous allez constater avec moi que par rapport à l'impôt foncier, vous voyez, ça va sans levier. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux à ce niveau. L'impôt foncier. Donc, il va falloir une action et qu'on essaie de voir quelle synergie d'action il faut mener pour qu'à ce niveau-là, on puisse corriger pour maintenir désormais un accroissement régulier. Bon, partant de licence, vous avez vu la même chose, hein, ça c'est beaucoup plus lié à l'activité économique de nos opérateurs. Lorsque nous prenons les droits sur services marchands, regardez un peu la situation. C'est vrai qu'il y a une amélioration, il y a un accroissement régulier, mais la question qu'on se pose à ce niveau-là, quel est le niveau de sécurisation des ressources que nous prenons au niveau des contribuables? C'est pourquoi tout à l'heure, ma collègue a parlé du guichet unique à la Dogo parce qu'on se dit peut-être que ces parents pourraient sécuriser mieux donc ces ressources-là. Oui, à la Dogo. Parce que effectivement, les gens font la mobilisation. Est-ce qu'on a d'arguments pour dire tout ce qui est mobilisé est versé? Donc il y a un travail à faire à ce niveau pour qu'on puisse être sûr que ce qui est mobilisé est également versé. Lorsque nous prenons la location des biens meublés immeubles, bon, on va parler beaucoup plus de la location des biens immeubles. Parce que c'est ça qu'on a beaucoup plus dans nos communes. Alors, regardez un peu l'évolution. En 2016, regardez le montant. En 2017, regardez. Et en 2018, voilà ce que ça donne. Est-ce qu'entre-temps, nos boutiques ont diminué ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, nous voyons que le montant a diminué. Ça voudra dire qu'il y a un problème par rapport à la gestion, au contrat de gestion donc, des immeubles, que certainement les techniciens n'arrivent pas vraiment à... C'est important, parce que ça concerne beaucoup plus des patrons, des techniciens, des élus. Comment les contrats donc, de nos boutiques, de nos magasins sont gérés. C'est extrêmement important. Des actions de synergie pourraient se développer autour de cela. Bon, je voudrais dire que les chiffres que vous voyez en 2018, c'est une situation de septembre, mais extrapolée pour obtenir pour l'année entière. Donc certainement, à la fin de l'exercice, peut-être que les chiffres vont être peut-être mieux ou bien à la baisse. Alors, pour ce qui concerne la commune de Gourou, c'est la même chose, hein? Non, c'est pour donner un peu l'évolution en détail et dire que c'est les mêmes problèmes qui sont soulevés. Vous voyez, c'est les mêmes problèmes. Vous voyez, en termes d'accroissement des ressources propres, vous voyez l'accroissement est régulier, mais à l'intérieur, par rapport au nature de ressources, il y a vraiment des problèmes. Et c'est les mêmes problèmes. Vous allez constater ici au niveau de Kandi également, à ce niveau, vous voyez, par rapport à l'impôt foncier, il y a une amélioration, ça veut dire qu'il y a des efforts qui se font par rapport aux droits sur services marchands. C'est ce que nous appelons comme les droits de place là.
Voilà. Donc vous voyez, quand il est passé à moins d'1 million, à 8 millions, à 8 millions et quelques. Pourquoi? C'est parce qu'entre-temps, il y a eu une action de maîtrise du potentiel à ce niveau. C'est ça qui a donné ces éléments de prouesse. Donc, vous voyez également par rapport à la location des biens meublés immeubles, c'est la même chose. Donc, des actions de synergie pourraient également se développer autour de ces éléments pour qu'on puisse améliorer la situation de façon globale. Bon, Karim Maman, vous avez suivi. Oui, à ce niveau, nous avons vraiment de problèmes. Nous avons des problèmes puisque si vous prenez par exemple en termes de recherche propre pour l'année 2018, vous voyez 18 millions. Donc c'est sérieux. Pourquoi? Regardez ici, vous voyez, c'est une commune qui n'a pas de service des impôts. Donc, la commune de Karim Maman n'a pas le service des impôts. Donc par rapport à la mobilisation des recettes fiscales, il y a un problème qui se pose. Parce que c'est le service des impôts de Mananville qui intervient à Karim Maman. Quand est-ce que ce service a fini avec Mananville? Quand on connaît le jugement fiscal que Mananville a. Conséquence, on ne les voit pas à Karim Maman. Donc la commune se débat pour mobiliser des ressources qu'elle peut, et puis le reste, étant donné que normalement c'est le receveur des impôts, le service des impôts qui est habilité à recouvrer les recettes fiscales. Les différentes explications voudraient qu'il nous clarifie. Est-ce que c'est une salle de bibliothèque qu'on va peut-être avoir? Parce que chaque fois les recommandations vont dans ce sens. Moi, je ne sais pas trop. Il disait même, en réalité, quand un usager vient, il n'a pas besoin de demander. Bon, je me dis, même un document public, il y a quelqu'un qui doit garder ça, qui ne demande pas. La porte, est-ce qu'elle est ouverte? Samedi, bon ça, j'exagère peut-être. Il va nous préciser exactement ce qu'il recherche à ce niveau. Parce que les gens viennent là, ils fouillent, ils partent. Si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils sont rentrés dans le contenu des rapports, pour dire que les rapports ont été insuffisants, les rapports n'ont pas fait cas d'un certain nombre de choses, alors qu'il n'y a pas eu un carnaval qui nous avait été envoyé pour nous demander à ce que chaque fois qu'une séance de codie est tenue, voilà le carnaval selon lequel vous avez fait le rapport. S'il y a si une commission permanente du conseil communal a tenu une séance, voilà le carnaval dans lequel ils vont faire le rapport, etc. etc. Donc ils ont porté un jugement de valeur par rapport au contenu des rapports et ils nous ont diminué des points. Ça n'a pas été trop, personnellement, moi, de mon goût, parce que on ne peut évaluer quelqu'un sur une base donnée. On ne nous a pas dit, faites vos rapports selon tel carnaval. Et en ce qui concerne la mobilisation des ressources, j'ai noté que par rapport aux deux communications, j'ai noté qu'il n'y a pas eu un carnaval. Il devait avoir un carnaval qu'on allait envoyer à la DECOM et à Apida, selon lequel les deux allaient faire leur communication. Parce que les communications n'ont pas le même contenu. Celui de ADECOM n'a pas fait précision, n'a pas donné de détails, même sans rentrer dans l'intérieur des communes, de passer commune par commune, n'a pas donné de détails quant à la mobilisation de chaque type de recette. Et ce que Apida a fait, et c'est très bien. Celui de l'ADECOM ne nous permet pas d'apprécier réellement les efforts des communes du département du Borno. Et également, j'ai noté en termes d'appui, en termes d'accompagnement des communes à la mobilisation des ressources, j'ai noté que ADECOM a fait beaucoup pour accompagner les communes pour la mobilisation des ressources, ce que Apida n'a pas fait. Donc ça, c'est une comparaison de fait par rapport aux communications. Alors par rapport à la mobilisation des ressources elle-même, c'est les mêmes difficultés partout. Dit, Social Watch est attendu à accompagner les communes sur, je dirais sur 3 domaines.
Le premier, bon, qui est moindre, c'est par rapport à la TDL. La TDL, quand on prend la TDL que les gens ont recouvré dans le département de la Librairie, vous voyez que dans ce département-là, la TDL d'année en année s'accroît. Mais dans cette TDL-là, il fallait faire la part des choses. Il fallait, bon, c'est fastidieux, vous ne pouvez pas faire ça dans la communication, mais vous verrez, la TDL coton, c'est ça qui gonfle le montant là. Or, nos communes, pour la plupart, ont des potentialités par rapport aux céréales. Quelle est la TDL qui est recouvrée par rapport à ces céréales-là? Si vous rentrez à l'intérieur de ça, vous verrez qu'il y a des difficultés. Parce que la TDL sur le coton, à travers les conventions que nous avons signées avec les organisations paysannes, se mobilise facilement. Avant même l'arrivée de la rupture, cette TDL-là, c'était une retenue à la source. Si bien que le service des impôts, bon, ne fait pas un effort supplémentaire pour recouvrir cette TDL-là. Donc, ça veut dire que par rapport à la TDL, il y a des difficultés à effectivement maîtriser, à effectivement mobiliser la TDL sur les produits vivriers. Ça, c'est valable dans toutes les communes. L'autre difficulté où vraiment il faut que, où nous sollicitons l'appui de Social Watch, c'est les impôts sur le foncier. Normalement, si on était des pays ou bien des départements, un pays à bonne culture, et où la population, où le contribuable connaît l'importance de payer, qu'un citoyen a à payer ses impôts, vous voyez, les impôts sur le foncier devraient quand même permettre aux communes de vivre, de fonctionner et de ne même pas fortement dépendre des ressources du FADEC. Mais ces impôts-là sur le foncier, surtout, ne sont pas payés par la population. Donc là, si c'est nous, élus, qui sensibilisons la population, payez vos impôts, ils vont dire, oh, si on paie les impôts là, c'est pour utiliser, vous allez faire quoi avec? Il est vrai qu'on fait des réductions de compte, mais ça ne les convainc pas. Il faut une troisième voie. Il faut la société civile pour éduquer. Il faut un programme spécial pour que la société civile va concevoir pour amener les populations, parce qu'au moins elle n'est pas derrière quelqu'un. Elle est supposée être ni du côté des élus, ni du côté de la population, elle est au juste milieu. Le code de passation a donné un certain nombre de cadres qui doivent siéger, soit dans la commission de passation ou dans la cellule de contrôle. Aujourd'hui, la commune de Sibana n'a pas ces cadres-là. Les avoir, c'est peut-être de les recruter. Mais nous nous trouvons aujourd'hui dans un système où on dit les recrutements arrêtés. On fait comment? Après cela, ces cadres-là, il faut peut-être passer par des couloirs, c'est-à-dire passer par le reclassement, comment on appelle, pour avoir de ces cadres-là. Je veux parler de ces cadres-là qu'on appelle les cadres A1 qui doivent siéger, ils doivent avoir 10 années d'expérience ou bien des trucs comme ça. Vous voyez, quand les histogrammes ont été présentés, vous voyez le score des communes du Borgou. Quelque part, la présence de ces cadres-là influence ou bien a influencé les résultats. Donc, il appelle ces recommandations des recommandations têtues. Si on ne nous aidait pas, nous, communes de la Librairie, ou du moins communes de Sibana, on ne pourrait pas, ou bien on n'arrivera pas à les relever. Et sur les questions de mobilisation des ressources propres, j'espère que les textes de loi sur la décentralisation ont donné un champ dans lequel les communes doivent labourer. Mais quelque part, les communes se trouvent souvent très coincées, même par l'État central, dans ces questions de mobilisation des ressources.
j'en veux pour preuve. En 2016, le Conseil a délibéré sur les questions de recouvrement de la taxe appelée taxe de package à la commune de Siwara. Parce qu'on a vu un très fort flux de transhumants nigériens qui transitent par notre commune et qui utilisent suffisamment nos retenues d'eau, qui broutent suffisamment nos herbes et qui détruisent énormément même les champs. On a demandé au recouvrement de cette taxe-là. Mais je vous assure tout que une correspondance est venue du ministère de l'Intérieur pour demander surseoir. Pas question. Parce que une communauté, une certaine communauté bien assise, se serait rendue à la présidence pour se plaindre. Et immédiatement, il paraît que la correspondance est venue de la présidence pour demander, pour intimer l'ordre à la commune de surseoir. Au même moment, on veut que la commune mobilise suffisamment ses ressources propres. Déjà, avant de nous intimer l'ordre de surseoir, je vous dis, en moins de 4 mois, la commune avait pu mobiliser 12 millions. Par quel moyen vous allez faire la différence de degré de réduction de ce FADEC d'une commune ou bien selon les fautes? Et question TDL, je reviens au niveau de ADECOB. C'est vrai que le dame Dali l'a souligné, nous n'avons pas pu percevoir la performance significative des communes de façon claire, chacune des communes, mais on a vu pour tout le département. Maintenant, si avec le temps, c'est vrai que ça se passe entre nous, mais ici, si on avait présenté, on aurait pu voir à telle commune a tel problème, et ça allait pouvoir aider tous ceux qui sont ici pour qu'on puisse les aider prochainement. Parce qu'il y a des précisions que les auditeurs recherchent dans ces documents, assurance qualité du document. Donc, dans la précipitation, on n'arrive pas réellement à respecter tout ça. Si réellement on pouvait avoir une formation sur l'archivage des documents, cela nous plairait. Et quant à l'audit même, les documents qu'on nous demande de présenter, de fournir, ces documents, on constate que au fur et à mesure, les documents qu'on nous demandait l'année passée, ce n'est pas ces mêmes documents qu'on nous demande. Or, la liste est restée identique depuis bientôt 3 ans. La liste qu'on nous envoie chaque année, elle est identique. Liste des documents à prêter. Mais quand les auditeurs se présentent à nous, ils nous demandent d'autres documents sur lesquels on ne s'attendait pas. Par rapport à la présentation de ADECOB, ça c'est une évidence que les performances qu'ont présentées les communes de Borgou sont dues en grande partie aux soins apportés par ADECOB, sans oublier les efforts individuels des communes. Mais dans la présentation, on a vu qu'il n'y a pas, c'est dans la globalité, elles sont bonnes, mais quand on donne une moyenne, c'est qu'il y a toujours des forts, il y a toujours des moins, on ne sait pas. Or, l'objectif ici, c'est de savoir quand même les statistiques par commune aussi, comme ça a été avec Rapida et puis, comment dirais-je, Conafil. Donc, il y a vu que
celle qui nous a présenté n'a donné que les moyennes. On voudrait aussi avoir les détails pour que chacun sache quel effort, surtout qu'il s'agit des résultats récents, pour savoir comment faire pour les fois prochaines. Cette année, nous n'allons pas bénéficier de l'accompagnement de la CONAFIP pour les restitutions des résultats de l'audit FADEC 2017. Alors que nous bénéficions de deux types d'accompagnement, l'accompagnement technique et l'accompagnement financier. Technique par rapport à la préparation et financier pour la restitution proprement dite. Bon, je voudrais savoir si c'est les deux types que nous n'allons pas bénéficier, mais si c'est seulement le côté financier. Et si c'était au niveau du côté financier, bon, je voudrais savoir si tout au moins on est autorisé à utiliser le FADEC non affecté pour pouvoir faire la restitution dans les communes. Tant qu'il reste à faire, c'est que c'est quelque chose, on a démarré quelque chose. Et nous allons prendre plutôt l'engagement d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, par rapport à la CONAFIP, nous savons quand même ce qui nous est reproché. Avant, on ne connaissait même pas. Avant, on n'avait même pas de liste. On vous dit, vous n'avez pas fait ceci. Mais pourquoi, sur quoi on arrive à analyser ce qui est fait, on n'a pas la liste. Même si c'est 110 éléments aujourd'hui, ça veut dire quoi? Moi, je voudrais demander à la CONAFIP, comme ils ont l'habitude de le faire, de mettre à notre disposition de façon claire tous ces éléments et que nous-mêmes, nous allons analyser rubrique par rubrique et voir. Parce que il y a des... Quand je prends comment dit-on, l'intervention du CESAF de Ségouanan, c'est que c'est clairement identifié ce que lui pense qu'il ne peut pas arriver à faire pour que ces recommandations qu'il a bien qualifiées de têtues puissent disparaître. Mais non. Maintenant, nous allons voir comment nous pourrions transformer ces éléments peut-être en des sous-projets pour voir quelles solutions nous pourrions apporter. Donc, pour moi, c'est pour vous dire, moi je suis satisfaite. Et je me dis, nous sommes en train d'amorcer réellement le développement, l'auto-développement de nos communes. Et nous allons faire le chemin ensemble. Et à chaque fois, ne soyons pas déçus. Parce que quand j'écoute des gens, ils sentent qu'ils sont découragés. Non, c'est maintenant que nous allons prendre le courage et démontrer que nous savons là où nous allons. Quand je prends l'archivage, ce n'était pas donné d'aller dans des communes et trouver les documents qu'on trouve aujourd'hui. Ou bien, nous rimons, non? Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a des documents que vous donnez, on vous dit, attendez-moi, vous allez attendre une semaine, vous ne l'aurez pas. Et vous ne savez même pas à qui vous adresser. Mais à l'heure où nous sommes, au moins si ce n'est pas tous les documents, on sait quand même à qui s'adresser quand il s'agit de ceci ou de cela. Le développement, c'est des étapes. C'est de voir dans chaque commune, et on ne peut pas dire que toutes les communes doivent marcher au même rythme. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est d'identifier et de voir ce qui nous est reproché par commune, comment on va faire pour que d'ici 2020 là, moi je me dis et j'y crois que les 14 communes soient dans les top 20. Merci. Par rapport à la présentation, c'est surtout des apports. C'est le canevas qui n'a pas été précisé en fait. Sinon les statistiques à ce jour existent, mais par rapport au droit de place et marché, on n'a pas, tout existe, c'est parce que ils n'ont pas, dans la consigne, ça n'a pas été précisé qu'on devrait donner ces détails. Sinon que les statistiques existent, j'ai encore ça avec moi. Donc au besoin où
je voulais vous dire, par exemple, dans la commune de Karimama, de janvier à aujourd'hui, le service des impôts de Manambi qui doit intervenir là-bas n'a pas encore mis pied là-bas. C'est un peu comme ce qui se passait entre Bébéléké et Sénégal. C'est sérieux. Et puis, vous savez, par rapport à l'impôt, c'est une question de loi. N'importe qui ne se lève pour aller recouvrer. Donc, celui qui est habilité à recouvrer, si la personne ne vient pas, la commune fait quoi? La commune a écrit plusieurs fois par rapport à ça. Et la commune a déjà réalisé une infrastructure pour accueillir, par exemple, le service des impôts. C'est là. Vous voyez, même par rapport à la TDL dont on est en train de parler, je sais que la question se pose dans toutes les communes. Lorsque, par exemple, quelqu'un est en train de trimballer 2 sacs ou 3 sacs de maïs, on dit par exemple qu'on ne peut pas mettre le quitancier pirate. Ce n'est pas des ressources qui s'en vont. Bon, comment vous faites pour recouvrer ça? Comment vous faites? Donc c'est pour dire quoi? Ça veut dire que dans la situation de Karimama, si Karimama pouvait s'en sortir, ça veut dire que là aussi vous pourrez vous en sortir. Donc c'est une question sérieuse. La situation de Karimama, c'est sérieux. Donc ce n'est pas qu'on a dédouané Karimama. Karimama a essayé de recouvrer, la commune a essayé de recouvrer ce qu'elle peut. Bon, moi je voudrais revenir un peu sur la préoccupation de César de Ségona et ajouter, parce qu'il a dit, à des moments, l'État aussi ne les accompagne pas. Lorsque par exemple nous prenons la TDL, coton-graine, les gens faisaient la retenue à la source. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette possibilité? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un plaidoyer pour aider les communes pour que la retenue à la source soit faite? Parce que aujourd'hui, les communes ont de difficultés avec les responsables des structures paysannes, des OP là. On dit, ah, on vous a aidé à recouvrir, donc nous on doit avoir quelque chose en termes de ristourne. Bon. C'est le politicien aujourd'hui. Donc, ça c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation également, quand on dit l'État n'aide pas à recouvrir certaines natures de ressources. Par exemple, si nous prenons le 70-62 là, ça dit produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de Saint-Police. Prenons les amendes de Saint-Police. Actuellement, ou bien depuis, ça dit qu'au cours de 2018 là, mais le port de Casse, il y a des amendes. Demandons aux communes, est-ce que les ressources recouvrées par rapport au port de Casse sont versées dans leur compte? Or, c'est la loi qui confère vraiment cette nature de ressources à la commune. Mais pourquoi ça ne se verse pas dans le compte des communes quand on recouvre? Parce que quand on dit amende de Saint-Police, c'est comme quelqu'un qui conduit un engin sans phare, sans clignotant feu, ou bien sans feu arrière, ou bien sans rétroviseur, on l'arrête. L'argent qu'il donne là, normalement, doit être versé dans le compte de la commune, mais malheureusement, pour le port de Casse, tout ce qui est recouvré n'est pas versé dans le compte des communes. Donc, là également, c'est comme si l'État est en train de faire en solution là, il faut le plaidoyer pour restituer ce qui est à la commune. Donc pour ce qui concerne maintenant le guichet unique à la Dogo, je crois qu'on a manqué une occasion parce qu'il y a eu un atelier à Koumidia qui a regroupé un certain nombre d'acteurs où les élus devraient être là. Mais dans la plupart des communes, nous n'avons pas eu les élus. Où le maire de Dobo en personne est invité comme personne ressource et
qui a présenté ce que c'est que le guichet unique. Il dit, dans la plupart des communes, les gens ont installé des systèmes, ils ont appelé guichet unique, que lui appelle ça guichet de centralisation des ressources. Encore que ça ne concerne pas toute nature de ressources. Pour le maire de Dobo, guichet unique, c'est que c'est toute nature de ressources que la commune a. Dans un logiciel, on doit pouvoir avoir la situation. Et pour ça, il faut faire un état des lieux pour que, par rapport à chaque nature de ressources, on puisse avoir une idée pour dire, au minimum, on ne doit pas être en dessous de temps. Mais est-ce que dans nos communes, on a cette situation? Ça veut dire que c'est un premier travail à faire qui doit être intégré dans le logiciel qui est construit. Ça concerne toute nature de ressources. Donc, après ça, il y a l'organisation au niveau de la commune et l'implication des différents élus. Parce qu'en réalité, le problème qui se pose, s'il y a un problème de modulation des ressources, la grande responsabilité, c'est beaucoup plus les élus. C'est le constat que nous avons fait sur le terrain. C'est beaucoup plus les élus. Par endroit, on pense que, bon, si on travaille et que les ressources propres s'améliorent, ça fait l'actif du maire. C'est un actif du maire et que, ah non, et que nous, élus, on ne peut pas travailler pour faire réélire le maire. Déjà là, ça freine la mobilisation des ressources. Mieux, je vous ai donné des statistiques tout à l'heure par rapport aux services marchands et par rapport à la location des biens immeubles. Les aides collecteurs qui sont recrutés, comment le recrutement se fait dans nos communes? Des fois, le CSAM, responsable des collecteurs, ne peut pas leur donner des injonctions. Il y a des locataires qui sont par exemple dans les immeubles, dans des boutiques. Le CSAM vient dire, mais toi locataire, ça fait 6 mois, tu n'as pas payé. 2 minutes après, on appelle le CSAM, on dit, mais lui il est petit. On ne veut plus voir ça. Et tout ça, c'est les élus. Vous voyez? Donc, pour le maire de Dobo, les élus doivent travailler pour que, c'est-à-dire qu'on puisse recouvrer au maximum les ressources. Et là, ça permettrait de régler un temps soit peu les problèmes des communes. Que même si, par exemple, on dit qu'on opte pour la mise en place des guichets uniques à la Dobo et que les acteurs ne sont pas engagés, ce n'est pas sûr de réussir. Donc, il nous a donné des exemples. Il nous a donné des exemples. Donc, c'est un peu la situation par rapport au guichet unique qui demande à ce que tous les acteurs s'impliquent pour qu'on puisse réussir les questions de mobilisation des ressources. Sinon, on va toujours rester là. Je disais que c'est un informaticien. Il a développé des applications qui lui permettent de vous dire à l'instant T combien d'enfants sont nés sur son territoire. Ce qui veut dire quoi? Pendant les vacances, lui, il peut te dire déjà combien d'enfants peuvent faire le CI. Et où? Dans quelle localité? Et calculer si le nombre de classes dont il dispose et le nombre d'écoles, ces classes sont en mesure d'abriter ou non ces enfants-là. Donc ça lui permet quoi? De faire une prévision sur 5 ans. Combien de classes? Il a besoin de combien de classes? C'est pourquoi quand on dit le guichet unique à la Dobo, ça veut dire quoi? Toutes les sortes de ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources minières et autres. Lui, à l'instant T, il est assis n'importe où, il peut vous en parler. Donc, ce n'est pas seulement qu'on collecte de l'argent et autres qu'il appelle guichet unique. C'est un guichet qui est relié au développement
même de son territoire. On va faire des simulacres de guichet unique, mais ça ne marchera pas. Je voulais vraiment faire ce qu'on fait là. Et je vais finir aussi par la question, je rappelle, comme on a la chance d'avoir les objectifs ici, mobilisation des ressources propres, on a abordé la question des produits issus de la location. N'oubliez pas un parti désormais des annexes obligatoires. Parce que ce que le collègue a dit est tellement réel que nous-mêmes, quand on analyse, on n'arrive pas à comprendre qu'on dise qu'on a mobilisé telle recette cette année et que l'année qui a suivi, ça a baissé. C'est comme si soit les boutiques ont été fermées, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Donc on a demandé que désormais vous fassiez vous-même l'état des lieux des boutiques que vous avez, que vous puissiez savoir de façon claire au cours de l'année combien vous pouvez mobiliser. Si 2, 3 mois de retard, 4 mois de retard, la personne ne paie pas, quelle action il fait, indépendamment des relations que vous avez avec celui ou celle qui a loué la boutique. On ne peut pas continuer par dire après de recettes propres alors que vous avez les sources devant vos nez. Devant une mairie, il y a une boutique qui est là, fermée. Devant la mairie. Et on dit qu'il y a plein de mobilisation de recettes propres. Pourquoi? Moi j'ai appelé le numéro de téléphone qu'on nous a donné et c'est la femme d'un élu. Donc on ne peut rien lui dire, fermée depuis 6 mois, elle est dans ses commerces, mais ça ne lui dit rien si on mobilise les recettes ou pas. Donc vraiment il faut faire attention. C'est obligatoire maintenant tout ce qui concerne les annexes obligatoires par rapport aux produits, les locations, les charges des locations. Je voulais vraiment insister sur cela. Alors pour revenir aux questions, archives. Faites attention, il y a archives et documentation. Donc ne mélangez pas les deux. Ne laissez pas les populations aller vers vos archives n'importe comment. Les archives sont les archives, il y a une manière, il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper. Mais la documentation est disponible et on peut venir consulter. J'espère que vous voyez vous-même la différence. Si vous laissez les populations avoir accès à vos salles d'archives, après ce n'est plus de l'archive, tout sera en désordre. Et votre spécialiste en archives, quand il va venir, on va lui demander un courrier, il va passer du temps à aller chercher le courrier. Les états civils et consorts, c'est dans les archives, donc faites très attention. Mais on parle plutôt de documentation. Vous pouvez avoir un spécialiste qui s'occupe de l'archive, de la documentation, avec quelqu'un qui se retrouve au niveau d'une salle de documentation, où les documents se trouvent là pour consultation. Et on veut simplement que lorsque les documents essentiels de gestion s'y trouvent, c'est fini. Donc faites très attention à cela. Je prends aussi la question par rapport à la fonctionnalité des documents qui sont demandés. Effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons regroupé toutes les preuves, on a regardé. C'est comme si quand les auditeurs arrivent devant un document, en quelques minutes, on prend un document qui porte le titre que nous voulons, c'est-à-dire qui est souhaité, prévu par les textes. Mais quand vous regardez à l'intérieur, on n'aborde pas véritablement les sujets touchant le développement local. Quand vous voyez une commission des affaires économiques et financières se réunir et produire un document à l'intérieur, on ne se prononce même pas sur le budget qui va venir en 2019. Commission des affaires économiques et financières qui ne se prononce pas quand on analyse CPV sur les grandes orientations du budget à venir. Donc à un moment donné, on s'est dit, le document existe, vous avez un certain nombre de points. Mais à l'intérieur, quand on regarde un certain nombre de sujets abordés, ça permet d'avoir maintenant la totalité des points. Oui, il faut avertir, mais bon, parfois aussi, la surprise a ses effets. Parce que c'est, je dis, on dit, déposer le document, on veut voir la disponibilité. Mais à force de dire qu'on voit la disponibilité, les gens commencent pas à jouer à un jeu d'esprit. Donc, au moins, on a compris maintenant qu'on ne veut plus simplement la disponibilité, mais on veut aussi avoir l'intérieur. Mais si vous regardez très bien, on a accordé beaucoup plus de points à la disponibilité du document qu'à sa qualité. Mais on a pris encore cette fois-ci les deux de manière très aisée et très responsable. Sinon, ça va devenir un jeu. La CONAFIL veut qu'il y ait des rapports. Pas tenez vos rapports et lâchez-nous les baskets. Après, on viendra dire que ce n'est pas ça. On n'a pas encore touché véritablement les sujets à aborder. Donc, c'est ce qui s'est passé au fait. Donc, c'est déjà bien que vous ayez compris cela. Ça aura des faits, mais à partir de l'année prochaine, je suis convaincu que ça va changer. Je vais revenir sur cet élément. La réduction, effectivement, il y a. Les réductions, c'est des points qui sont notés. On vous dit par exemple, parce que vous n'avez pas fait les 6 sessions, les 4 sessions, vous n'avez pas droit au point. Donc si vous perdez déjà un point, vous savez déjà à peu près le montant lié à cela. Donc
c'est clair, si vous prenez vous-même la grille de notation, vous savez les points que vous avez perdus par rapport à chaque vitesse, ce qui est lié à ça. Donc celui qui a fait des points inéligibles, ce n'est pas seulement perdre de points, il n'y a même pas de perte de points par rapport aux dépenses inéligibles. Mais la sanction, c'est, voilà, il faut rembourser. Donc, archive, je suis venu une formation sur archive de documentation. Bon, je pense que ça, on va toujours continuer. CEPAL, ANCB, ADECO, BABIDA, c'est des actions qu'il faut toujours continuer. Enfin, mais faites très attention aux deux. Il ne faut pas laisser vos archives accessibles à tout le monde. Le retard dans les audits, pour nous aussi, c'est une préoccupation dans la restitution. C'est une préoccupation, mais pour le moment, à l'état actuel de nos tests, notamment régime financier des collectivités territoriales, nous avons hâte à ce que le test qui est actualisé soit adopté, voté par l'Assemblée. Parce qu'au moins là, on sait que les comptes administratifs seront disponibles assez tôt. Déjà en mars, avril, on aura les comptes administratifs, du coup les audits peuvent commencer. On est prêt à commencer les audits, nous, tout de suite. Mais on ne peut pas faire des audits sans avoir les documents de base. L'auditeur se prononce que sur les documents qui sont déjà établis et disponibles. Sinon, ce n'est pas bon. C'est ça qui fait qu'on est un peu en retard. Nous sommes conscients. Maintenant, voilà l'état des choses. On va continuer, on va prier pour que le nouveau régime financier soit assez vite pour nous aider aussi à évoluer. Donc, pas d'accompagnement pour les restitutions. C'est une stratégie de sortie au fait que nous avons adopté. On ne va pas continuer chaque année par. C'est les deux. Les deux. Nous ne comptons plus vraiment mettre des ressources. Parce qu'on dit la commune a fait son audit. On a fait un audit, les résultats sont disponibles. On demande à la commune de faire une restitution. La commune trouvera les moyens. Surtout ça ne nécessite pas un grand moyen. Bon, la commune a le FADEC fonctionnement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez prendre le FADEC fonctionnement pour le faire. Maintenant, pour le FADEC, selon la fête d'investissement, je renvoie chacun au moyen de poser. Donc, utiliser le FADEC pour faire, c'est pas non, hein. C'est oui. Mais quel compartiment du FADEC peut faire? Allez-y, mais ce compartiment, c'est bon. Bon, les éléments, Madame la TG, à mettre à votre disposition, il n'y a pas de problème. Nous allons faire l'effort de mettre ces documents-là à votre disposition. Par rapport aux autres recommandations, notamment les recommandations têtues, nous prenons vraiment acte, mais je voudrais préciser, je ne connais pas trop les dispositions, mais je voudrais demander, et ça c'est une recommandation, il faut peut-être saisir la DNCMP au niveau départemental, au niveau départemental, pour demander conseil. Présenter vos difficultés, demander conseil. Je suis sûr qu'il y a des dispositions qui pourront vous permettre d'utiliser d'autres compétences dans les communes pour effectuer ou, disons, corriger cette déficience-là. Je préfère que vous demandiez conseil à celles les plus compétentes et ils pourront vous venir. Et il vous suffira pendant les audits de montrer que vous êtes soucieux de ça, vous avez fait une démarche envers la structure compétente pour voir quelles sont les mesures à prendre. Et vous verrez dans quelle mesure vous avez cette recommandation. Effectivement, vous pouvez faire là aujourd'hui, faire travailler dans cette condition, ce serait difficile. Mais quand je me dis, je n'ai pas la certitude qu'il y a des dispositions prévues lorsqu'une structure n'a pas cette compétence-là, il doit avoir des dispositions qui lui permettent de solliciter des compétences. Dans quelle mesure, avec quels moyens, je ne maîtrise pas vraiment la chose. Je préfère que la structure compétente donne véritablement les orientations qu'il faut. La structure compétente, comme je l'ai dit, c'est la DNCMP. Vous pouvez faire le point à la DNCMP au niveau départemental et saisir, poser vraiment votre préoccupation. Et vous allez voir dans quelle mesure, quels conseils pourront vous donner et comment vous pourriez les mettre en observation. Ce que je peux suggérer sur ces recommandations techniques, mais ne demandez pas à un auditeur de rebâtir cela. Il dira toujours quand il va voir que ce qui est prévu par les tests n'est pas respecté et il va le noter, ça va vous pénaliser. Mais si vous arrivez à lui démontrer que vous avez fait des démarches pour corriger la chose, cela pourrait être pris en compte ou analysé autrement. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport aux préoccupations. Merci beaucoup aux présentateurs et aux réponses qu'ils viennent de donner. Et nous sommes en train d'aller vers la dernière ligne droite. La dernière rubrique qui reste, c'est un peu de travailler à formuler des recommandations et suggestions
pour qu'on puisse aller de l'avant. On voulait proposer qu'on se mette rapidement en 15 minutes en 2 groupes de travail pour faire des propositions. Et comme synergie d'action souhaitée entre les mairies et Soso Roche Bénin, ils ont dit faire un plaidoyer en direction de l'État pour le transfert à temps des BTR aux communes. Sensibiliser les populations sur la gestion du patrimoine communautaire. Sensibiliser les communautés sur l'importance du paiement des taxes et impôts, notamment sur le foncier bâti et non bâti. Faire un plaidoyer en direction des tribunaux pour achever le processus de recrutement des agents collecteurs. Renforcer le suivi rapproché des chantiers. Reddition de comptes autour des réalisations faites, surtout celles réalisées avec les taxes, c'est-à-dire les taxes collectées et autres. Elles souhaiteraient qu'ils s'organisent de façon régulière de reddition de comptes sur ces taxes pour leur dire ce que vous avez donné, ça fait ci, ça fait ça, et pour avoir plus d'infrastructures, les inviter à contribuer plus, mais on les fait une synthèse de ce que les ressources ont servi. Micro. Oui, à la fin vous allez bien. Micro. Ça ne marche pas. C'était parti en mode. Mettre à disposition des conseillers les moyens pour faire face à leur mission. Dans certaines communes, il y a les conseillers qui ont déploré du fait qu'on leur dit d'accompagner la mobilisation des ressources, surtout les conseillers de quartier, d'accompagner la mobilisation des ressources, mais qu'ils n'ont pas en retour les moyens pour faire cette tournée de sensibilisation. Il y a aussi muter périodiquement les agents collecteurs pour éviter la familiarité. On se dit, à force d'avoir un agent collecteur dans un marché pour une longue durée, il peut y avoir des liens de familiarité qui peuvent créer à ce que la population ne puisse plus payer ses droits de place et autres. Organiser les séances de sensibilisation autour des différentes tasses. Il est noté également que la population, une partie encore, une grande partie, n'est pas informée sur les différentes tasses qu'il faut payer. Former les agents collecteurs sur leur rôle et responsabilités. Il y a les agents collecteurs de certaines communes encore qui ne maîtrisent pas encore ce qu'ils doivent faire comme rôle. Installer des comités composés des OSC et les rendre à sensibiliser les populations et faire le suivi des agents collecteurs. Faire des visites d'échange dans les autres communes, c'est-à-dire aller partager, comme les expériences dans les autres communes pour pouvoir les contextualiser dans sa commune. Initier des séances d'échange entre les responsables des structures au niveau des communes, les structures comme les OP, les organisations opérationnelles, les paysannes et les artisans, agriculteurs et autres. Il faut une séance d'échange entre eux et la mairie également pour pouvoir, afin qu'eux soient les relais pour la mobilisation des ressources propres au niveau sein de leur structure. Et enfin, pour ne citer que cela, créer une sorte de concurrence entre les structures, c'est-à-dire aller à la radio, dire telle structure, organiser des émissions pour dire telle structure a pu mobiliser tel montant au cours de cette année, afin d'amener les autres à pouvoir réagir. Donc, je vous remercie. C'est une synthèse globale de la tournée. Par exemple, à Tchaourou, le nôtre, il a été exigeant. Et au lieu de prendre, soit ils reviennent ils vont ailleurs pour prendre à 20 000 francs de 50 000 francs, ou bien carrément ils ne prennent pas parce que devant il n'y a pas de contrôle. Donc ça fait qu'on a perdu assez de millions. Donc il faudrait que l'uniformisation soit effective et rigoureuse. Maintenant, par rapport aux sensibilisations, je tiens à remercier Social Watch pour l'effort qu'il fournit au niveau de nos communes. Nous avons remarqué que la population a plus confiance à Social Watch parce que
ils se disent que... Bon, ils ne se disent même pas parce que c'est apolitique. Donc, ils ont plus confiance. Maintenant, je proposerais que vous renforcez encore l'équipe de sensibilisation en faisant quoi? Comme dans les communes, ils sont déjà habitués à leurs frères, donc ils ne seront plus très crédibles. Il faudrait que ça soit une rotation. Ceux de la commune de Tchaourou vont ailleurs et vice-versa. Là, ça va plus porter. Ces sables de Sebana. Non, non, je viens. Et l'État veut une chose et son contraire à la fois. Par rapport à la moyenne des ressources, ces ressources-là sont de tas de développement et autres. La levée des barrières au niveau des communes, ça a porté un coup dur sur la moyenne des ressources. Et les véhicules chargés de vivriers et autres, on n'a plus un moyen pour les arrêter. Si vous ne les prenez pas au niveau de chargement, c'est fini. Alors qu'avant, il y a la barrière. Dans presque toutes les communes, si un véhicule vous échappe ici, vous appelez les autres, on l'arrête. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, on va les regrouper ensemble pour les sensibiliser, de telle sorte que s'il y a un changement, si quelqu'un a un changement, son esprit civique lui permet de dire, bon, oui, c'est difficile, je sais, mais on veut un changement de comportement. Parce que aller vers le receveur pour dire, et s'il vous plaît, j'ai tel changement au niveau de mon magasin, venez me passer la TDR. Il y en a qui le font. Mais par contre, il y a des gens, il y en a qui sont têtus. Donc, faire des sensibilisations selon les couches socio-professionnelles. La reddition des comptes autour des réalisations. Oui, ce qu'on a bien fait, bon, on sait par rapport au fonctionnement de nos budgets, l'argent n'a pas de couleur. On ne peut pas lier tout de suite, dire pour de telles dépenses, c'est ça qui a fait tant. Ça, on le sait. Maintenant, dans la sensibilisation, ça dépend de quel contenu on donne. Parce que le paiement des salaires des cadres, le paiement des indemnités des élus, je crois que c'est tout ça là qui est entré en ligne de compte dans la réalisation. Vous, quand les élus se retrouvent, d'accord, c'est eux qui décident, et c'est la loi qui décide. S'ils n'ont pas décidé comment la réalisation peut avoir lieu. Je dirais, est-ce désinvolte? Bon, excusez, hein. Je ne trouve pas le mot, continue. De toute façon, c'est qu'en 2014-2015, avec la loi des finances, le gouvernement a procédé à un certain nombre d'exonérations des impôts locaux. Et la commune de Banikwara, tout le monde le sait, notre potentialité actuelle aujourd'hui, qu'elle soit durable ou non, c'est d'abord le coton. C'est ça qui nous permet de vivre aujourd'hui. Et l'usine qui est installée à Banikwara, qui fait partie des premières usines au Bénin de grenades de coton, cette usine a été exonérée de tout ce qui est ferraille. Et c'est pareil pour les réseaux, les GSM. Pour la seule année, Banikwara a perdu près de 70 millions, qui pouvait être quand même une ressource durable. Tout simplement parce que c'est sur les ferrailles de la société, c'est-à-dire que l'imposition est faite. Malheureusement, le gouvernement a pris cette décision sans penser aux communes. Et c'est ce qui fait que les GSM aujourd'hui, qui nous payaient en son temps 17-18 millions comme patente globalement, payent aujourd'hui moins de 9 millions. Les usines de grenage payaient près de 52 et 55 millions, aujourd'hui payent à peine 13 millions, 14 millions. C'est comme par exemple, un locataire dit à son propriétaire, tu n'as pas payé les impôts, je ne te paye pas la location. Voilà les difficultés que nous avons. Je ne sais pas si Social Watch
avec les fêtières des communes peuvent aider les communes à trouver une autre formule pour la perception de cette taxe-là. On ne pourra pas le faire sans vous, parce que il y a un bon moment qu'on a commencé ce travail, mais on a constaté qu'il y a parfois des élus qui vont derrière pour saboter tout ce qu'on a construit. Donc, et c'est heureux qu'il y ait des élus dans cette salle, parce que tous autant que nous sommes concernés par le développement de nos communes. Et nous avons l'obligation de mettre la main à la pâte, de montrer à nos citoyens que nous sommes les premiers à avoir payé ça. Par exemple, on ne peut pas faire une sensibilisation sur le foncier bâti ou non bâti et avec un élu qui n'a rien donné et qui est là pour servir quand même d'autorité pour valider ce qu'on est en train de faire. L'idéal aurait été que cet élu ait déjà payé, qu'il ait sa quittance et qu'il puisse publiquement montrer sa quittance pour dire « Ah, moi je suis à jour, et vous ?» pour encourager les communautés à payer. C'est très important pour nous et ça permettrait de nous engager beaucoup plus. Sinon, on serait en train de verser de l'eau derrière la calebasse. Le service des impôts va alléger la mise en place des quitanciers. Nous, dans la commune de Bembereke, par exemple, on a posé ce problème-là et le receveur a dit qu'il ne peut pas remettre des quitanciers à plusieurs personnes. Donc, il a limité ça à un nombre donné. Voilà que les mêmes agents collecteurs TDL ne peuvent pas être très mobiles d'un point à un autre point, surtout pour nos arrondissements qui sont vastes. Et il y a des pôles de production et des sorties. Donc, nous, par exemple, je parle de la commune de Bembereke, nous avons plusieurs sorties. Il y a la sortie Est qui donne accès à Kalale, ça va à Niki, ou bien ça échappe, ou bien les gens ont maintenant une politique. Ils ne chargent plus les titans, ils chargent les tricycles pour sortir. Et on dit que le quitancier là, on ne peut pas sortir pour 3 ou 4 sacs ou 10 sacs. Donc ça ralentit les communes dans le recouvrement des tasses. Quelqu'un charge les tricycles avec 6 sacs ou bien 7 sacs, il est parti. Il fait le regroupement de l'autre côté, il va encore prendre 10. Avec 10 fois 3 déjà, ça fait 30 sacs. Et il sort avec ça. Voilà ce que les gens font maintenant, ou bien avec les 6 roues, et c'est ce qu'ils font. Ils disent qu'ils font le rapprochement. Les conseillers communaux de Bembereke ont fait une proposition la dernière fois, lors de la session budgétaire, comme quoi, comme les conseillers ont des indemnités qu'ils perçoivent, on peut leur faire des retenues à la source. C'est eux-mêmes qui ont proposé ça. Hein. Ils disent, bon, pour nous aider à payer, on pourrait faire une retenue à la source. C'est aussi le fait que, par commune, les politiques que nous prenons sont souvent disparates. Ces gens-là sont informés de ce qui se passe dans une commune d'à côté. Et généralement, on dit que c'est eux qui font ça. Hein. À Bembereke ou bien à Niki, c'est un exemple de d'autres comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, du coup, ça bloque le paiement. Le DAF Banikora a semblé évoquer un cas par rapport au prix même. Il avait dit. Donc si on peut harmoniser autant que faire se peut certaines politiques, quand il regarde un citoyen à gauche, il va voir que pratiquement c'est la même chose et il n'a plus à se départir de ce qui est imposé. La notion de guichet unique à la Dogo dont nous parlons depuis le matin. Parce que c'est vrai, le guichet unique est un générateur de ressources de mobilisation, mais moi j'aurais souhaité qu'on repense cela autrement. Je pense que c'est l'homme d'Apida qui a bien su dire que nous avons des centralisateurs de recettes et notre guichet unique à la Dogo.
Parce que ce qui se passe à Dobo, moi je ne suis pas convaincu. Si ce maire quitte, si ça va fonctionner. Mais ça c'est le premier danger qui guette ceux qui pensent que le guichet de Dobo est un modèle. Vraiment un honneur pour moi de travailler avec ces différents acteurs. Moi je nous appelle des acteurs de développement. Parce que ce n'est pas facile de participer au développement de sa localité. Surtout par rapport aux caractéristiques de nos différentes communes. Mais tel que je l'ai dit dans mon intervention précédente, c'est que nous sommes venus de loin. Et nous sommes convaincus que nous allons loin. Et nous avons fait un grand pas. Mais il reste d'autres grands pas à faire. Avec la détermination et la conviction, nous y arriverons. Et je nous dis bravo pour tout ce que nous avons fait et que nous allons encore faire. C'est vrai, nous sommes à la fin de 2018 pratiquement. Et ce qui est sûr, nous allons nous ressourcer pour que 2019 soit encore une année plus bénéfique. Et qu'en 2020, nous soyons les 14 premières communes top 20. Les 14 premières communes top 20. Ça deviendra un slogan. Bobo, Alibori, les 14 communes top 20. Répétez. Je vais reprendre. Bobo, Alibori, des 14 communes top 20 PADEC. Il faut ajouter, de toute façon, on va nous dire top 20 de quoi. Donc, Bobo, Alibori, des 14 communes top 20 PADEC. Les députés de top 20 PADEC. Donc, c'est sur ce mot d'espoir que je nous dis. Je nous souhaite d'ores et déjà bonne et heureuse année 2019. Et que chacun de nous travaille, puisse se retrouver 2019 dans la paix et la santé. C'est surtout ça, quand la santé y est, tout vient par nous amener au développement à ce que nous voulons. Je vous remercie. Les maires ici présents qui ont cru devoir répondre à l'invitation de l'autorité, mais également à l'endroit de leurs collaborateurs qui ont travaillé pour rendre effectifs les échanges qui ont eu lieu ce matin à Décop et à Pida. Je vous dis merci pour ce que vous faites dans l'accompagnement de nos communes, des communes de notre département. Quant à vous, ce sont Roche. Je sais que vous êtes les partenaires quotidiens de notre commune, animateurs de la vie au niveau des communes, animateurs également de la société civile, pour que la veille citoyenne soit donc de qualité. Le micro. Alors, donc, je disais, vous êtes là pour que la veille citoyenne soit donc de qualité. Dans mes mots de remerciement, je ne veux pas oublier la CONAVIL, qui est ici représentée par M. Sacramento Gildas, pour avoir fait le déplacement et pour avoir partagé avec nous rappeler encore la situation de la gouvernance au niveau donc des finances de notre commune. Merci pour ce que vous faites pour les communes. Et je voudrais vous demander de ne pas vous fatiguer et de savoir que autant que nous sommes aujourd'hui et par cette année où nous avons tous les regards vers vous. Quand je dis des regards tournés vers vous, nous allons vers donc l'approbation des budgets communaux. Et avec ce qui est là comme cadrage, je voudrais que vous puissiez vous mettre à notre entière disposition au niveau de la tutelle pour qu'on puisse donner satisfaction à nos communes. Ces communes qui, donc, j'allais dire, du moins, le développement, la somme de développement fera le développement de notre nation commune qu'est le Bénin.
C'est ce que je disais tantôt, donc merci pour avoir organisé cette assise. C'est la première fois que vous êtes venus vers nous en termes de synergie d'action et le préfet a bien voulu accorder cette synergie et a organisé d'ailleurs la mission depuis la semaine, le début de la semaine, où des équipes sont allées dans les communes. J'ai fait partie des équipes qui sont allées dans les communes et en même temps que j'étais là pour présider et diriger les travaux, je me suis comporté en observateur. J'ai pu quand même comprendre et voir comment vous travaillez beaucoup plus avec les communes, quelle est la mobilisation qui se fait et quel est l'engouement que les communes systématiquement avaient et surtout les organisations de la société civile avaient beaucoup plus pour cette activité organisée par Social Watch. Il y a eu des éléments forts, mais à côté il y a ce qui est perfectible. Et en termes d'éléments perfectibles, je fais un clin d'œil déjà à la méthodologie de travail et pour dire que pour les fois à venir, j'aurais souhaité que ne serait-ce que les carnavals. Lorsque je prends par exemple ce matin les présentations qui ont eu lieu pour la même thématique à Béda et à l'école, les présentations ont été différentes du point de vue carnaval. Donc pour les fois à venir, je voudrais suggérer qu'un carnaval unique soit donné à l'école et à Béda pour que ceux dont vous avez besoin puissent nous les préparer afin que dans nos débats, dans nos recommandations, on puisse être efficace. Il en sera de même pour les équipes qui sont allées sur le terrain, par exemple. Ce qu'on attendait comme produit, c'est vu que chaque CSDLP, parce que c'est le message radio du préfet qui a été suivi, mais chaque CSDLP, chaque planificateur est allé suivant sa compréhension. Et lorsque vous prenez vous allez d'une commune à une autre, la présentation est différente. Il y a eu un forum qui a été mis en place, j'ai pu quand même comprendre à travers les préoccupations que les uns et les autres exprimaient, la petite difficulté à vraiment avoir des éléments qui sont attendus par ce vote. Donc je voudrais souhaiter également à ce niveau-là qu'il y ait des améliorations, surtout dans la méthodologie. Voilà ce que je voudrais dire. Nous, au niveau de la tutelle, nous sommes disponibles à vous accompagner parce que les différentes actions que nous posons concourent à un seul et même objectif, le développement à la base. Et je voudrais donc vous assurer de la disponibilité de la tutelle des tutelles pour désormais à vos côtés dans le bonheur de nos communes. C'est sous ces mots de disponibilité, de conviction à aller vers le développement équilibré et harmonieux des communes, des départements du Borougou et de la Liborie que je voudrais mettre entièrement au propos et déclarer officiellement clos les travaux de cet atelier qui s'achève. Vive la République du Bénin, vive les départements du Borougou et je vous remercie. Merci beaucoup, OCM. Merci beaucoup. Une dernière information. Et après la fête de Noël, il y aura une tournée de formation sur l'application commune 229. Une application qui a été mise en place depuis l'année passée et qui ne comportait que les communes du Borougou et de la Liborie. Nous l'avons généralisée au niveau national. Et il y aura une formation pour que les communicateurs des communes puissent intégrer directement eux-mêmes leurs informations. Donc voilà la dernière information et je vous souhaite bonne